Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la bande-annonce de la saison 3 de Stranger Things, avec évidemment des théories pour cette saison 3 qui arrive sur nos écrans le 4 juillet prochain. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié les deux premières saisons de Stranger Things, avec une petite préférence pour la première saison. C'était le goût de la découverte de cette série assez particulière. Et je compte sur les 8 épisodes que comptera cette saison 3 pour retrouver un peu de cette magie initiale, mais aussi pour renouveler la formule, cette formule magique spéciale années 80. Et justement, au sujet de la décennie 80, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce trailer aligne les références, et je vous les mentionnerai au fur et à mesure du déroulement de l'analyse. Tout commence avec Dustin qui vient juste de rentrer de colonie de vacances, mais d'un genre particulier puisqu'il s'agissait apparemment d'apprendre l'informatique, si on en croit en tout cas son t-shirt. La série rassure les fans, la tortue a survécu, même si elle avait dû partager son vivarium avec un bébé démo chien en saison 2. Dustin pense qu'on l'a oublié, mais c'est sans compter la surprise que lui réservent ses amis grâce au pouvoir d'Eleven. Au passage, j'avais ce petit robot noir là quand j'étais gamin, et oui je sais, je suis une antiquité. Tout le monde aura remarqué un autre clin d'œil à la saison 2 avec la fameuse lac Farrah Fawcett, qui a vraiment existé, j'ai vérifié, et dont Steve a fait cadeau à Justin avant le bal de fin d'année de la saison 2. Alors que le groupe est enfin au complet et en promenade, on remarque que Mike et Eleven se tiennent la main, sachant qu'au registre des amours adolescentes, on peut certainement aussi y ajouter Max et Lucas, mais j'y reviendrai. C'est donc une antenne radio qu'ils installent dans cette clairière, peut-être dans l'espoir d'entrer en communication avec les extraterrestres, comme dans Rencontre du troisième type sorti en 1977. Cette saison 3, on le savait déjà, de toute façon se déroule durant l'été 1985, et même si une bonne partie de l'action se déroulera encore et toujours à Hawkins apparemment, je pense qu'il y aura potentiellement un petit peu de mouvement dans cette saison, au moins pour certains personnages. C'est apparemment au bureau du journal local, le Hawkins Post, qu'on retrouve Nancy et Jonathan en mode journaliste débutant, ou peut-être pour un entretien d'embauche pour lequel ils seraient éventuellement en concurrence. Et quand on y réfléchit un peu, leur intérêt pour ce métier n'est pas très étonnant, puisqu'ils avaient fait l'expérience de la puissance du contre-pouvoir de la presse en saison 2, lorsque le vrai faux scandale orchestré par Murray Bowman avait permis de faire fermer le laboratoire de Hawkins. Il risque toutefois de cruelles désillusions, puisque Bruce, le blond qu'on voit plus tard, sera un journaliste peu scrupuleux du Hawkins Post, et je parie déjà que Nancy et Jonathan feront les frais de son sens de l'humour douteux. Pendant que certains visent le journalisme, d'autres préfèrent tomber la chemise en mode maître nageur, et c'est évidemment Billy qui croise Heather, une charmante collègue qui pourrait éventuellement nous rappeler Alerte à Malibu, même si cette série n'a commencé qu'en 1989. Et c'est ensuite Karen Wheeler, la mère de Mike, qu'on retrouve avec le tombeur de ces dames, évidemment on se souvient de leur scène dans la saison 2. D'ailleurs, un grand philosophe n'a-t-il pas écrit « Même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots ». Toujours dans le thème des couples possibles, on retrouve Jim Hopper, qui attend de toute évidence un rendez-vous galant, et le montage nous laisse supposer que Joyce lui aurait posé un lapin. Eh oui, il faut dire que la mort assez terrible de Bob en saison 2 a dû laisser des traces, et peut-être que Joyce a conservé son idée, l'idée de Bob, de quitter Hawkins, étant donné tout le mal que cet endroit a pu faire à son fils Will. Qui dit crise d'adolescence, souvenirs douloureux et éventuel déménagement, dit crise du groupe d'amis, et c'est peut-être ce que laisse sous-entendre cette image du groupe qui s'éloigne en vélo, sauf que dans le groupe apparemment il n'y a pas Will. En effet, on entend Mike dire qu'ils n'ont plus l'âge de passer la journée au sous-sol, possible qu'il parle à Will à ce moment-là, et possible aussi qu'il n'ait pas envie de rester chez lui alors que ses parents pourraient sans doute divorcer. Au moins tout semble au beau fixe entre Max et Eleven qui nous offrent de beaux exemples de la mode flashy de l'époque, et je suis content de voir que ces deux-là s'entendent bien et que la série ne joue pas sur le cliché de la jalousie entre les deux filles du groupe. Au passage, et juste comme ça un petit rappel, Eleven s'appelle Jane. A contrario, on sent bien que Dustin souffre toujours en regardant Max et Lucas partir ensemble en mode love to love. Et oui, on se souvient bien sûr que Dustin était raide dingue de Max dans la saison 2, et sachant que le premier coup de foudre est souvent le plus violent, ça a dû laisser des traces, et Dustin est loin d'être passé à autre chose. Et oui, les amours adolescentes sont bien jolies, mais elles ont tendance parfois à briser des amitiés, on a l'impression que Will ressent une grande nostalgie pour le groupe de son enfance. Et si vous vous demandez pourquoi Will est tout mouillé, c'est simple. On peut reconnaître qu'il se trouve alors au Castle Byers, la cabane dans laquelle il s'était réfugié en première saison, dans la version Upside Down. Et puisque je vous parle de lieu, on sait que le centre commercial tout beau, tout neuf, Starcourt, aura un rôle important à jouer dans cette saison 3, et comme avait pu le dire le producteur exécutif Sean Levy avant même le tournage de cette saison 3, on ressent un petit peu l'influence graphique en tout cas de films comme Retour vers le futur. Comme on l'avait découvert dans de précédents petits teasers, Steve travaille dans une boutique de glace,
Scoops Ahoy, et il travaille avec Robin, qui devra se faire un délire entre Steve et Dustin si elle veut intégrer le petit univers de la bande au sens large. Alors oui, la référence Star Wars avec le combat de sabre laser entre Dustin et Steve va sans dire, mais je le dis quand même, sinon il y a au moins un commentaire qui me dira « Oui, mais t'as oublié la référence Star Wars ». L'ouverture d'un grand centre commercial, c'est souvent une bien mauvaise nouvelle pour le petit commerce local, et c'est sans doute en partie ce qui motive les protestations contre les projets du maire. Le nom du maire, Klein, rime avec swine, qu'on peut traduire par fumier ou salaud, et on remarque au passage que l'écriteau qui associe son nom à la foire au manège reprend clairement le design des panneaux de la campagne de Donald Trump. De toute évidence, Jim Hopper et Joyce avaient rendez-vous à la foire, on peut l'apercevoir dans une image, mais attention, les choses dérapent et en plus les références vont commencer à s'enchaîner. Alors déjà on a la moustache et la chemise de Jim Hopper, clairement inspirée de Magnum, et ensuite la coiffure et les gants du tueur, qui se promène dans le palais des glaces, renvoient directement à Terminator. Et d'ailleurs on remarque que le pistolet silencieux du Hitman finit entre les mains de Hopper, ce qui nous promet auparavant une belle petite bagarre. Concernant les raisons de la présence du tueur, elles pourraient être liées à Murray Bowman, ancien journaliste et conspirationniste de saison 2, qu'on entreaperçoit potentiellement en mauvaise posture. Et oui, rien d'étonnant puisque Bowman a sans doute enrayé les plans d'exploitation de l'Upside Down, que ce soit par la CIA ou une autre agence secrète. Pour revenir au tueur, sur cette image, je pense qu'il tire sur un monstre, vu son visage, et pas vraiment sur des gens, et peut-être qu'il travaille pour Lynx Corp, sachant que le programme Silvercat Feeds est apparu dans un précédent teaser, ce qui implique certainement un rôle de l'informatique au travers des nouvelles compétences que Dustin aura acquises en colonie de vacances. D'ailleurs, on se demande si on reverra le Dr Brenner qui aurait survécu, et on peut aussi s'interroger quant à l'absence de Cally, numéro 8, dans ce trailer. Les plans les plus mystiques et intrigants de ce trailer concernent Eleven, évidemment, puisque aussi bien l'espace entre les dimensions que l'Upside Down lui-même n'en ont pas fini avec elle ou elle avec eux. Elle semble passer d'une dimension à l'autre en se laissant tomber en arrière. On remarque à cette occasion que Jane porte toujours au poignet l'élastique bleu qui appartenait à Sarah, la fille de Jim, élastique qu'il avait donné à Jane avant le bal de la neige. Et ce plan d'Eleven qui s'enfonce dans l'eau renvoie sans doute à celui d'Heather, qui correspond sans doute à l'épisode 3, qui a pour titre « The Case of the Missing Lifeguard ». Billy regarde sous la douche une marque qui semble synonyme d'une infection maléfique, ce que vient confirmer plus tard l'image d'un œil bleu comme les siens. En effet, je pense vraiment que cet œil est le sien et on peut voir les petites marques noires qui approchent de l'iris. Et du coup, on se demande s'il y aura un lien entre la marque sur le bras de Billy et les problèmes subis par Heather. Quoi qu'il en soit, ça ne donne pas du tout envie de s'approcher des piscines, cette série, et on peut peut-être y voir une petite référence à Cocoon, autre film de science-fiction des années 80. Quoi qu'il en soit, l'eau comme surface miroir est omniprésente dans le symbolisme du passage entre les dimensions, que ce soit avec la baignoire, la douche, la piscine ou ce bord de mer où se tient Eleven. Et c'est bien Heather et peut-être sa mère qu'on retrouve ensuite à la foire, mais leur visage et leur comportement pourraient indiquer qu'elles sont possédées dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle des Tommy Knockers de Stephen King. Difficile de deviner quelle expérience scientifique foirée est à l'origine du désastre électrique qu'on découvre dans une série d'images impressionnantes. Évidemment, on suppose une tentative de récupérer la puissance de l'Upside Down et peut-être de percer un nouvel accès. L'image des rats pourrait laisser supposer un danger qui les fait fuir des profondeurs, ou au contraire, ils seraient appelés par une force pour accomplir quelque chose, par exemple répandre une infection avec leur morsure. Reste à savoir s'il existe un antidote. Hein, Steve? Un affrontement essentiel se tiendra au cœur du centre commercial puisque le dernier épisode, le 8e épisode de cette saison 3, a pour titre The Battle of Starcourt. Entre le sale état de Steve et l'affront de Lucas, on sent que ça ne rigole plus, et encore moins quand on découvre la petite Erika, la sœur de Lucas, en mode John McClane, Die Hard, Piège de cristal, dans les conduits de climatisation, même si oui, je sais bien, le premier Die Hard c'est 1988. Le joli plan des manèges vus de dessus n'a sans doute aucune signification particulière, mais s'il y en avait une, ce serait peut-être avec le chiffre 3. Bon, il est plus que temps de parler de ce monstre. Pour commencer, même si tout le monde s'enflamme, j'ai envie de dire que rien ne prouve pour le moment qu'il s'agisse là du principal monstre de la saison 3, et encore moins du principal antagoniste. Niveau design, la créature est vraiment très réussie, niveau horrible et répugnant, et on peut clairement y voir une référence à The Thing de John Carpenter, ou éventuellement et moins directement à La Mouche. Et oui, vous l'aurez compris à demi-mot, peu de doute pour moi, cette horreur était auparavant un être humain, et si je devais parier, ce serait certainement sur Bruce qu'on voit avancer de façon totalement anormale, justement dans les couloirs du même hôpital, où Jonathan et Nancy se retrouvent ensuite confrontés à la créature. En effet, l'autre candidat le plus plausible pour être à l'origine de cette créature, c'est Billy, mais ça me semble un petit peu trop facile.
Et allez, c'est gratuit, ça me fait plaisir, on peut rajouter encore une petite référence pour la route entre ce maire peu scrupuleux, la nécessité de faire venir du public, notamment pour remplir ce tout nouveau centre commercial, et ce monstre mangeur d'hommes, sans doute, eh bien ça fait penser à Jaws, les dents de la mer. Et souvenez-vous, dans un premier teaser, on avait pu voir l'énigme « When blue and yellow meet in the west », quand le bleu et le jaune se rencontrent à l'ouest, et justement on remarque du jaune et du bleu, notamment dans les vêtements d'Eleven et de Mike. Toutefois, on pourrait aussi y voir une référence aux aiguilles de l'horloge du centre commercial, peut-être pour signifier midi ou minuit, quand les aiguilles se rejoignent, et selon le fuseau horaire de la côte ouest. Si cette vidéo vous a plu, mais que pour une raison qui m'échappe totalement, vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien faites-le, sinon ne vous étonnez pas de vous retrouver inoculé avec un virus de l'Upside Down qui vous transformera à votre tour en créature horrible, difforme et visqueuse. Et au fait, si vous voulez me voir à Lille, eh bien je serai là-bas à l'occasion du festival Sérimania, notamment le vendredi 29 de 16h à 17h30 à la salle du Tripostal pour répondre à vos questions, échanger avec vous, prendre un selfie ou que sais-je. Si jamais ce t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien en description de la vidéo et je vous dis tout simplement à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots.